Alors, comme j'ai l'habitude des conférences, je vais, au risque de vous surprendre, pendant 20 secondes, même si vous pensez à autre chose, parler à votre cerveau reptilien. C'est celui qui est toujours derrière, que vous ne connaissez pas vous-même, mais je vais lui parler 20 secondes juste pour vous dire que je suis plutôt centriste politiquement, plutôt pro-européen, plutôt pro-euro. Voilà, parce que je vais maintenant vous dire des choses très dures sur l'Europe, et je ne voudrais pas que votre cerveau reptilien fasse une interprétation inconsciente de ce que je vais dire. Donc ce que je vais vous dire, c'est que bien que je sois plutôt favorable à l'Europe et à des États-Unis d'Europe, ce que nous observons, c'est que l'Europe, ça me fait beaucoup de peine, même si le fait que ça me fasse de peine n'a aucune importance, mais je parle à votre cerveau reptilien, je précise que l'Europe, ce que le monde entier observe, c'est que l'Europe est devenue le ventre mou du monde. C'est un espace économique ouvert sans réciprocité, vous le savez. Les Chinois peuvent vendre ce qu'ils veulent en Europe et pas nous en Chine. Même aux États-Unis, c'est difficile. Il y a plein de secteurs économiques où nous ne pouvons pas exercer nos activités, alors que les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent en Europe. Alors là aussi, ça s'explique. Très brièvement, lorsque le traité de Rome a été négocié à l'automne 56 et finalisé durant l'hiver 56-57, initié à Venise et terminé à Rome, ce traité a été négocié par 6 hommes. À l'époque, c'était 6 ministres des Affaires étrangères, qui avaient à peu près tous 60 ans. Donc en 56, ils étaient nés au XIXe siècle. Et leur obsession par le traité de Rome, c'est d'éviter la répétition des guerres franco-allemandes. Et quand ils réfléchissent à ce qu'il faut faire pour éviter la répétition des guerres franco-allemandes, ils se disent on va construire un espace économique ouvert. Mais un espace économique ouvert sans réciprocité. Pourquoi? Il faut se replacer dans le contexte des années 50. Le monde ressemble à quoi à ce moment-là? Eh bien, l'Europe, ces 6 pays de l'Europe de l'Ouest, sont dans ce qu'on peut appeler une double bulle. À l'époque, le monde, en termes de pays et de population, est dominé par le monde communiste et ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Le monde dit libre à l'époque, c'était une vingtaine de pays. Et à l'intérieur de cette vingtaine de pays, il y avait donc une dizaine de pays à économie de marché industrielle qui assuraient l'essentiel de la production mondiale du monde libre, qui représentait 70% de la production mondiale. Et donc, les 6 pays en question, quand ils font quand ils écrivent un traité, qu'ils signent un traité qui prévoit un espace économique ouvert sans réciprocité, c'est parce qu'en réalité, ils prévoient qu'il va y avoir du commerce entre ces 6 pays qui sont à peu près avec les mêmes niveaux de fiscalité, à peu près les mêmes lois sociales, et l'espace économique ouvert, il est entre eux en réalité. Et il est à l'intérieur de cette double bulle d'économie de marché qui est elle-même à l'intérieur de ce monde libre qui est en fait ce monde sous protection militaire américaine. Donc il n'imagine absolument pas à ce moment-là que le mur de Berlin va chuter, il n'imagine absolument pas que la Chine va rentrer à l'OMC en 2001, il n'imagine pas qu'il va y avoir un monde émergent. Donc qu'on ait construit, qu'on ait écrit un traité et créé un espace économique ouvert en 1956, sans réciprocité, c'est compréhensible. La question, c'est ensuite, comment se fait-il que des peuples intelligents, dans les 50 années qui suivent, sont incapables de mettre en place des clauses de réciprocité quand la Chine arrive dans le commerce mondial et qu'elle n'est pas ouverte, contrairement à ce que nous sommes. Donc ça, c'est un sujet qui est assez passionnant en soi. De même, quand on crée la zone euro, on crée la zone euro sans gouvernement économique. Alors, une réflexion sur la zone euro. Quand on dote plusieurs États souverains sur le plan politique d'une même monnaie, il y a 2 ou 3 exemples dans l'histoire monétaire du monde, là aussi, la monnaie n'a été inventée qu'il y a 3 millénaires, c'est très récent la monnaie, c'est un concept d'une complexité totale. La monnaie, dans l'esprit du langage commun, est assimilée à ce qu'il y a de plus vulgaire, de plus matériel. En réalité, la monnaie est un concept d'une sophistication intellectuelle absolue. Vous êtes à peu près une centaine, à peu près sur tous les sujets, il y a 100 opinions. Sur la religion, la philosophie, la politique, vous avez tous des opinions différentes. Si je sors un billet de 200 €,
vous serez tous d'accord sur le fait que si je vais acheter une paire de chaussures de 120 €, on me donnera la paire de chaussures et on me rendra 80 €. Il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de personnes qui pensent que ça n'arrivera pas. C'est bien extraordinaire, parce qu'en réalité, un billet de 200 €, ça coûte 1 centime à produire. Et donc on réussit à faire partager à une population entière, voire aux 7 milliards d'habitants de la planète, qui ont chacun une monnaie, hein, sauf dans les zones les plus reculées, que la monnaie est une chose totalement naturelle, alors qu'elle est totalement non naturelle. C'est d'ailleurs pour ça que la monnaie apparaît très récemment, et que la monnaie apparaît comment? La monnaie est en fait, la monnaie qui apparaît comme étant un phénomène bassement économique, est en fait non seulement un concept fascinant, d'une très grande complexité, mais surtout la monnaie n'existe que politiquement. La monnaie, c'est un fait politique. De fait, les monnaies, les premières monnaies sont apparues de par la volonté d'un souverain politique, dans les premières cités-États mésopotamiennes. Et pour le signifier, le langage populaire a gardé les termes. Les souverains battaient monnaie. Et ils imposaient leur sceau sur la monnaie, pour signifier que c'était la monnaie de tel souverain. Et donc, le phénomène monétaire est intimement lié à la souveraineté politique. Ici, donc, par l'exercice de la création de l'euro, on veut doter plusieurs souverains politiques indépendants de la même monnaie. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs exemples où on a essayé de faire ça. Chaque fois, ça a échoué. À chaque fois qu'on a eu des tentatives de doter plusieurs souverains politiques d'une même monnaie, soit un des souverains politiques a pris le contrôle politique des autres, c'est le Zollverein en Allemagne au XIXe siècle, soit la zone monétaire a explosé. Donc ici, on recommence, en 1991, par le traité de Maastricht, à vouloir créer une monnaie sans la doter d'un souverain politique. Au départ, ça démarre bien, à partir de 1999, et ça se développe tranquillement, et puis on bute sur la crise de 2007-2008, qui provoque les effets très négatifs que nous avons vus tout à l'heure. Et donc, à partir de 2009, 2010, 2011, les Européens s'interrogent sur les faiblesses de l'euro pour comprendre pourquoi l'euro, de fait, est plus un accélérateur de crise qu'un bouclier contre la crise. Vous vous souvenez, quand la crise arrive, on nous dit l'euro va être un bouclier. Et de fait, il se révèle être un accélérateur de crise. En réalité, ce qui est à l'origine des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas doté la zone d'un gouvernement économique intégré. Et tant qu'on ne dotera pas la zone d'un gouvernement économique intégré, il n'y aura pas de réelle sortie de la crise dans la zone euro. On a d'ailleurs interrogé Jacques Delors, qui était le père de la zone de l'euro, puisqu'il avait écrit le rapport publié en avril 1987, sur la base duquel le Conseil européen de 1988 avait lancé les discussions sur l'Union économique et monétaire qui ont abouti en décembre 1991 au traité de Maastricht. On a demandé à Jacques Delors, en 2010-2011, au moment de la crise, quand on a redécouvert la faiblesse de la zone euro du fait de l'absence de gouvernement économique, on lui a dit, mais comment ça se fait qu'on ait lancé cette zone sans gouvernement économique? On lui avait même posé avant la question, quand vous avez écrit le traité de Maastricht, est-ce que vous n'avez pas voulu inclure dans le traité de Maastricht une clause conduisant à la mise en place d'un gouvernement économique? Il a répondu, bien sûr que si, on a voulu le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu l'imposer dans la négociation. Très bien. Donc, on crée cette monnaie sans gouvernement économique, sans budget fédéral de la zone euro, qui n'a rien à voir avec le budget de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, il n'a rien à voir avec ce dont on parle. Parce qu'on sait, de par la théorie monétaire et la théorie économique, que quand on dote des pays souverains sur le plan politique de la même monnaie, il s'ensuit naturellement une spécialisation des activités économiques dans la zone monétaire qui est créée. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un budget de la zone? C'est pour assurer une certaine redistribution entre les différents pays membres, puisque si les pays se spécialisent, par exemple l'Allemagne dans l'industrie et la Grèce dans le tourisme,
Le problème, c'est que le tourisme ne génère pas les mêmes niveaux de valeur ajoutée que l'industrie. Donc, si nous avions eu un budget de la zone, qu'est-ce qui serait passé? Comme aux États-Unis, hein, ces sujets sont complexes. Nous sommes 17 dans la zone euro, les États-Unis ont 50 États dans la zone monétaire américaine. Les États-Unis d'Amérique sont composés de 50 États, la zone euro de 17. Aux États-Unis, entre les 50 États, vous avez un budget de 20 points du PIB qui assure une redistribution entre les 50 États américains. Dans les 50 États américains, vous avez des Grèces, des France, des Allemagnes aussi. Et il y a une redistribution entre les 50 États américains, ce qui permet aux États-Unis de traverser les crises. Ils ont connu des guerres mondiales, ils ont connu la guerre froide, ils traversent les crises parce qu'ils ont un gouvernement économique et ils ont un budget fédéral qui fait de la redistribution. Si nous avions eu un gouvernement économique et un budget fédéral, il y aurait eu un mécanisme naturel de redistribution entre l'Allemagne et la Grèce. Et donc il n'y aurait pas eu besoin des crises à répétition qui ont consisté en quoi? C'était quoi ces crises? Les 21 sommets européens auxquels on a assisté dans les 5 dernières années, c'était, à chaque fois, on venait dire aux pays qui étaient moins malades que les autres, vous ne voulez pas faire un petit chèque aux pays qui sont en difficulté. Il n'y aurait pas eu besoin de demander aux pays riches de faire des chèques s'il y avait eu un budget européen. Donc on a demandé à Delors, mais bon, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de gouvernement économique, il n'y avait pas de budget fédéral, pourquoi vous avez fait cette zone monétaire? C'était très dangereux sur le plan politique et théorique. Évidemment, on a une réponse, on a droit à ce moment-là, en 2010-2011, quand on interroge Delors, et on a de la chance puisqu'il est toujours là, on en profite pour poser des questions, et il fait une réponse magnifiquement delorienne. Hein. C'est-à-dire, il dit « Ah, mais on était convaincus que la dynamique politique ferait qu'on mettrait en place un gouvernement économique et un budget dans les 2 à 3 années qui suivraient. » Le problème, c'est qu'on est 14 ans après et qu'il n'y a plus la volonté politique de mettre en place un gouvernement économique ou un budget fédéral. Et ce qui est au cœur de la crise que nous connaissons. Alors si j'accélère un peu, pour permettre les questions ensuite, donc en langage d'économiste, on dit qu'une zone monétaire peut se doter d'une monnaie unique si c'est une zone monétaire optimale. La zone euro n'est pas déjà une zone monétaire optimale, et en plus, elle n'a pas les 3 caractéristiques d'un État intégré, le gouvernement économique, le budget fédéral, et également l'encadrement de la concurrence fiscale et sociale. Non seulement donc, la zone euro n'a pas ces 3 caractéristiques, mais en plus on assiste à une divergence considérable des performances entre le nord de la zone et le sud de la zone. De telle sorte que le deuxième élément que vous devez comprendre, qui est au cœur de la crise, si je vous dis ça, c'est parce qu'ensuite je vais vous dire, à partir de l'analyse que je fais, personne ne sait comment les choses vont évoluer dans les 18 mois à 2 ans, mais ce que je vais essayer de vous donner ce soir, c'est une grille d'analyse pour que vous puissiez analyser ce qui va se passer dans les 18 mois, 2 ans, 3 ans, à partir de cette grille d'analyse, pour que vous puissiez interpréter ce qui va se passer en vous disant, est-ce qu'on est en train enfin de prendre les bonnes décisions pour enfin régler au fond la crise de la zone euro ou pas? Si on ne prend pas ces bonnes décisions, on va continuer d'avoir des difficultés dans les 2, 3, 4 années qui viennent. Et ce n'est pas le fait de balancer Sarkozy pour mettre Hollande, on va de Karim dans Silla, comme vous l'observez. Donc en fait, il faut régler ce problème. Et donc non seulement on a créé une zone euro sans gouvernement économique et sans budget, mais en plus, ce qui est le mécanisme normal d'une zone euro, il y a eu une spécialisation de l'activité. Et ce que l'on observe, c'est que comme il y a eu l'émergence des pays dits émergents, je vous ai dit qu'ils avaient pris la moitié de la production mondiale dès 2009, alors qu'il y a 35 ans, ils n'assuraient que 15 ou 20% de la production mondiale. La part des pays développés dans la production industrielle mondiale a un peu baissé. Elle a baissé en proportion de la production mondiale, mais la production mondiale a augmenté. Donc simplement, la production industrielle a un peu baissé en proportion du PIB des 10 pays qui sont recensés ici comme les 10 principaux pays de la zone euro. Simplement, qu'est-ce qui distingue les 5 du Nord qui sont indiqués ici, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Finlande, des 5 du Sud? C'est pas le niveau de vie. Parce que si c'était uniquement sur la base du niveau de vie, la France serait dans les pays du Nord. Ce qui distingue les 5 du Sud ici, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, des 5 du Nord,
c'est le phénomène de désindustrialisation qui s'est produit dans les 15-20 dernières années. Et ce que l'on observe, c'est que les 5 pays du Sud se sont plus désindustrialisés depuis la mise en place de l'euro que les 5 du Nord. Les 5 du Nord se sont un tout petit peu désindustrialisés, comme tous les pays développés, mais les 5 du Sud se sont beaucoup plus désindustrialisés que les pays du Nord. Et aujourd'hui, on est dans la situation où la contribution de l'industrie au PIB des 5 pays du Nord est supérieure de 5 points de PIB aux 5 pays du Sud. La part de la production industrielle dans les 5 pays du Nord est de l'ordre de 18,5% du PIB, dans les 5 pays du Sud de l'ordre de 13,5% du PIB, 5 points d'écart. Les 7 pays qui manquent sont minuscules, comme on va le voir tout de suite. Vous voyez que les 5 du Sud que j'évoquais tout à l'heure font 58% de la population de la zone euro et 55% du PIB. Les 5 du Nord, dont l'Allemagne, un gros tiers de population, 42% du PIB, et les autres, vous voyez, qui sont minuscules, 4% de population et 3,5% de PIB. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet écart de poids de l'industrie, sachant que les pays du Sud se sont plus désindustrialisés que les pays du Nord depuis 15 ans, mais que dans les 5 du Sud, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, sachant que la France avait été un des 2 pays qui ont inventé la révolution industrielle il y a 200 ans, le pays qui s'est le plus désindustrialisé depuis 15 ans, c'est le nôtre. La part de l'industrie dans le PIB, comme je vous le disais tout à l'heure, a baissé 30%, et c'est la désindustrialisation la plus forte de tous les pays développés. Alors pourquoi c'est significatif ? C'est ce que j'appelle le paradoxe, l'explication réside dans ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez noter. Alors les choses que vous pouvez noter, répétez autour de vous, parce que ne gardez pas ces informations ce soir que pour vous, ça serait dommage. Donc répétez autour de vous que c'est à tort que le mot industrie est devenu un gros mot. C'est pas que l'industrie a toujours été gentille, c'est pas qu'il n'y a pas eu des problèmes d'inégalité, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de prolétariat. On peut avoir un regard objectif sur l'industrie, ça s'est pas fait dans la gentillesse, tous ces progrès. Néanmoins, en 2 siècles, le niveau de vie a été multiplié par 20. Voilà. On peut quand même dire ça aussi. On peut quand même regarder le 19e siècle autrement que par les enfants qui étaient au travail avant les lois sociales ou des choses comme ça. On peut aussi regarder l'impact macroéconomique, macro-social, et en termes de niveau de vie et d'espérance de vie. Donc c'est quand même pas rien si cette révolution industrielle a multiplié par 20 le niveau de vie après 2 millénaires de stagnation et triplé l'espérance de vie. Voilà. On regarde le mot industrie, moi je suis pour la croissance durable. Donc on peut faire de la croissance industrielle intelligente et durable. Mais arrêtons de considérer que le mot industrie est un gros mot. Donc ce que l'on observe, c'est que on a, pour expliquer cet écart de réussite entre les 5 du Sud et les 5 du Nord, l'explication réside dans ce que je vous disais à l'instant, c'est ce que j'appelle le double paradoxe des 2 fois 80%. Si l'industrie dans les 5 du Nord fait 18,5 du PIB et dans les 5 du Sud 13,5 du PIB, c'est que le PIB il est fait quelque part ailleurs. Bon, l'agriculture dans les pays fait entre 3 et 5% selon son importance. Donc d'où vient l'essentiel de ce qu'on recense dans la production de biens et services au cours d'une année? C'est dans les services. 80% de la production des pays développés, c'est une production de services. Okay. Mais dans le même temps, pourquoi paradoxe des 2 fois 80%? Dans le même temps où les services font 80% du PIB, dans les 20 principaux pays développés, en même temps que les services font plus de 80% du PIB, quand vous analysez les exportations mondiales hors énergie et matières premières, les exportations mondiales hors énergie et matières premières, elles sont à plus de 80% constituées de produits industriels. Donc quel est le drame des 5 du Sud? C'est qu'à partir du moment où vous avez une puissance industrielle qui s'est rétractée, elle ne peut plus exporter. Et donc vous avez l'explication simultanément de la crise de la zone euro, et de la crise française. La crise de la zone euro n'est pas une crise des dettes publiques ou une crise des banques, comme on nous le répète depuis des années, en nous disant que c'est l'union bancaire qui va régler le problème. Qu'on améliore le fonctionnement des banques et leur solidité en Europe, c'est une bonne chose,
mais ce n'est pas l'origine de la crise. L'origine de la crise dans l'Europe du Sud, c'est la désindustrialisation. Parce que comme nous sommes plus désindustrialisés que les pays du Nord, nous avons vu notre part d'exportation mondiale baisser. Ce phénomène qui a été particulièrement violent en France s'est retrouvé aussi en Italie et en Espagne. Mais plus violemment en France qu'en Italie et en Espagne. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire que le président de la République dit depuis maintenant 1 an que la crise est terminée, qu'il va inverser la courbe de chômage. En réalité, des 3 grands pays du Sud, France, Italie, Espagne, le seul qui n'a pas fait un véritable ajustement sur sa dépense publique et qui n'a pas mis en place de vraies mesures pour relancer la production industrielle, c'est le nôtre. Puisque des 3 grands pays du Sud, France, Italie, Espagne, Portugal, le seul qui a encore un énorme déficit extérieur, c'est le nôtre. Maintenant, reprenez les différents éléments que j'ai évoqués. Nous avons 5 points de PIB de production industrielle en France de moins que l'Allemagne. 80% des exportations mondiales sont constituées de produits industriels, et dans tous les pays, à peu près la moitié de la production industrielle est exportée. Vous prenez tous ces éléments ensemble, le puzzle va commencer à prendre la forme d'une image. Si la France avait gardé une production industrielle qui faisait 5 points de PIB de plus que sa proportion actuelle, la moitié de cette production serait exportée. Nous avons depuis 3 à 4 années un déficit extérieur qui fait 2 points de PIB. Si nous avions 2,5 points de PIB de plus d'exportation industrielle, nous n'aurions pas de déficit extérieur. Par ailleurs, si nous n'étions pas désindustrialisés comme nous l'avons fait, si nous avions gardé un niveau de production industrielle comparable à l'Allemagne, le PIB français serait supérieur de 7 à 8% à ce qu'il est aujourd'hui en France. Alors, on pourrait dire 7 à 8%, évidemment, ici c'est une assemblée choisie, mais dans la moyenne de la population, le PIB, tout le monde s'en fout. Les gens s'intéressent surtout à leur chèque à la fin du mois. Les exportations, tout le monde s'en fout. L'équilibre extérieur, tout le monde s'en fout. Sauf que si le PIB est inférieur de 8 points à ce qu'il est, ça fait juste 1 million d'emplois productifs de moins. Et par ailleurs, comme l'État prélève la moitié de la production, si nous avions 8 points de PIB de plus de production, il y aurait 4 points de PIB de déficit en moins. Comme le déficit va être cette année autour de 4%, nous n'aurions pas de déficit. Donc vous voyez que la violence de cette désindustrialisation est à l'origine du chômage, du déficit public et du déficit extérieur. Alors vous voyez, j'ai pris 25 minutes pour vous dire ça. C'est long et court en même temps. Mais vous voyez qu'à partir de là, on ne peut plus faire de pipeau. Si on veut que la France sorte des difficultés, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rebâtir une production industrielle puissante. Et maintenant, la question, c'est de quelle industrie parle-t-on? Et c'est là qu'on va aller rapidement à la 3e révolution industrielle. Qu'est-ce que cette économie qui est amenée par la 3e révolution industrielle? Alors, un petit retour en arrière. Depuis 2 ans, j'appartiens à des groupes d'universitaires et d'historiens qui revisitent et réétudient les premières et deuxièmes révolutions industrielles. Pourquoi? Ce n'est pas pour le plaisir de se plonger 2 siècles en arrière, c'est pour comprendre la révolution industrielle dans laquelle nous sommes. Déjà, quand on commence à observer qu'il y a eu 3 révolutions industrielles dans les années 80 de leur siècle, après 2 millénaires de stagnation, on se dit, tiens, voilà, quelque chose d'intéressant à étudier. Pourquoi il y a eu cette première révolution industrielle? Alors je vous donne juste une clé en passant. Aujourd'hui, on considère qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu une révolution industrielle à partir des années 1780, c'est pas parce qu'il y a des gens tout à coup plus intelligents qu'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le cas. C'est parce qu'on pense que c'est en très grande partie lié à la révolution philosophique de l'Europe de l'Ouest, notamment en France et en Angleterre, qui a conduit à l'invention de l'individu de raison libre et responsable de ses actes, qui est au cœur des révolutions politiques françaises et américaines, et que cette révolution de philosophie politique a amené la constitution au cours du XVIIIe de ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui a amené les droits individuels qui ont été proclamés en France par la Révolution de 1789, mais aussi les droits de quelque chose qui vous est cher, qui est inventé à ce moment-là, qui s'appelle la personne morale. Et on considère aujourd'hui, c'est une des hypothèses les plus sérieuses, pourquoi pendant 2 millénaires,
toutes les inventions les plus stupéfiantes, bien plus importantes que ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du 18e, n'ont pas produit une révolution industrielle parce qu'il n'existait pas un objet qui s'appelle l'entreprise. Mais comment doit-on décrire cet objet par rapport au phénomène que nous étudions? C'est-à-dire pourquoi cet objet entreprise a permis un décollage industriel qui n'avait pas été possible pendant les 2 millénaires précédents? Eh bien, c'est parce qu'avec cette révolution philosophique et intellectuelle qui conduit à inventer l'individu libre et responsable dont on déclare les droits de l'homme et du citoyen, dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas le 14 juillet, mais c'est quelques semaines après, donc en 1789. Quand on fait la Déclaration des droits de l'homme, d'une certaine façon, dans le même temps, on fait émerger, et il y a plusieurs lois qui se mettent en place à la fin du 18e et au début du 19e, en Angleterre et en France, on fait émerger l'entreprise personne morale. Pourquoi donc c'est important par rapport à tous les phénomènes que nous évoquons? C'est que l'entreprise personne morale va devenir l'enveloppe indépendante dans laquelle on va accumuler les savoirs techniques et le capital pour faire les investissements qui vont accélérer l'accumulation de ce capital technique. C'est-à-dire que l'entreprise a été l'instrument de la transformation des avancées technologiques du XVIIIe qui étaient bien moins bouleversantes que tout ce qui s'était passé dans les 2 millénaires précédents. Bon, on utilisait au XVIIIe ce qui avait été appris avant, mais si vous voulez, on aurait parfaitement pu passer le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle en stagnant comme dans les 2 millénaires précédents. Simplement, on invente cet objet qui est un autre gros mot en France, l'industrie en gros mot, l'entreprise autre gros mot, hein, qui est donc l'objet qui a permis l'accumulation de capital scientifique, de capital technologique, de savoir-faire et de capital financier pour financer ces développements. Donc on pense aujourd'hui que c'est la révolution philosophique et juridique du XVIIIe qui est à l'origine de cette enveloppe entreprise qui est, par rapport au phénomène historique que nous étudions, l'instrument qui a permis l'accumulation des savoir-faire techniques et industriels. Donc, le deuxième point qu'on analyse quand on évoque la première révolution industrielle, j'accélère un peu, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on date une révolution industrielle d'une décennie précise? Est-ce qu'il ne se passe rien jusqu'en 1779, et puis le 1er janvier 1780, boum, ça part? Évidemment non. Donc, il y a une accélération du progrès technique à partir du milieu du XVIIIe. Les premiers travaux sur la machine à vapeur se font à partir du milieu du XVIIIe. Il y a des progrès dans la métallurgie qui se font dans les années 1770, 1760-70, mais simplement l'ensemble de ces progrès se coagule à partir des années 1780 pour faire une machine à vapeur qui fonctionne sans exploser toutes les 2 minutes au nez des inventeurs. Ce qui était arrivé dans les 30 années qui avaient précédé. Les premières machines à vapeur vers 1750, elles ont beaucoup de composants en bois, et ça pète à la figure des inventeurs, il y en a plein qui sont tués. Et donc les années 1780, c'est la décennie à partir de laquelle la machine à vapeur n'explose pas toutes les 5 minutes dans les mains de ceux qui l'utilisent. Et il y a un deuxième point qui est intéressant et qui permet de développer ce qu'on peut appeler aujourd'hui une maquette de révolution industrielle. Et encore une fois, c'est pour comprendre la nôtre. Donc très rapidement, ce que l'on peut observer sur la première, parce qu'elle est simple à comprendre, c'est qu'il y a à peu près pour cette révolution industrielle-là, à peu près 3 grappes d'innovation qui évoluent en parallèle au cours de la deuxième moitié du XVIIIe. La machine à vapeur, la machine textile et donc les progrès dans la métallurgie. Qu'est-ce qui fait qu'on date la première révolution industrielle des années 1780 ? On la date des années 1780 à partir du phénomène que j'évoque maintenant. On dit on observe la première révolution industrielle dans les années 1780 quand une des grappes d'innovation est appliquée à toutes les autres et commence un processus de transformation globale. Exemple simple, quand on applique la machine à vapeur à partir des années 1780 à la machine textile qui était développée depuis une trentaine d'années, on crée l'industrie textile.
J'accélère, on passe à la deuxième révolution industrielle. Quelle est la grappe d'innovation majeure de la deuxième révolution industrielle? C'est l'électricité. Cette fois, il y a 7 à 8 grappes d'innovation qui démarrent à partir du milieu du 19e, mais à partir des années 1880, la révolution de l'électricité est appliquée aux autres branches d'innovation. Dans la chimie, on applique l'électricité, ça donne l'électrochimie. Dans la sidérurgie, on applique l'électricité, ça donne l'électrosidérurgie. Donc, il y a des transformations complètes qui s'évoquent, qui se produisent à ce moment-là. Une remarque en passant, quand on dit que les années 1780 sont les années de la révolution de l'électricité, il n'y a pas qu'une invention pour faire la révolution de l'électricité. Il faut inventer l'électricité, mais il faut inventer le moteur électrique, il faut inventer le transformateur, il faut inventer les lignes à haute tension. Donc tout ça, c'est 30 ans d'efforts et de travaux, et c'est cet ensemble qui fait la révolution industrielle dite de l'électricité. Je vous dis ça parce qu'il y a plein de consultants qui vendent des livres en disant « mais non, mais la troisième révolution industrielle c'est fini, on est déjà dans la quatrième, bientôt vous allez avoir des livres sur la cinquième et la sixième ». On a observé pour l'instant que les deux premières ont duré un siècle. Là, la troisième a commencé dans les années 1880, il est vraisemblable qu'elle va durer également un siècle. Mais ça, on ne peut pas l'affirmer. On le dit comme étant une hypothèse de travail, puisqu'on observe que les deux premières se sont produites sous ce format-là. Donc ça aide à réfléchir à la révolution dans laquelle nous sommes. Mais on ne peut pas dire, évidemment, avec certitude, que dans les années 2080, il y aura une quatrième. Mais on observe que, pour l'instant, il y a eu 3 révolutions industrielles qui ont duré à peu près un siècle chacune. Alors, ce qu'on observe aussi de façon intéressante par rapport à la question qui est posée de la croissance de demain, c'est que dans chacune des 2 premières révolutions industrielles, qui ont duré chacune un siècle, il y a eu un demi-siècle au cours duquel on peaufine, on améliore les révolutions techniques. Par exemple, je vous ai dit que dans la première, on applique la machine à vapeur à la machine textile. Mais on l'applique aussi à la diligence. À partir de 1815, la première locomotive à vapeur est opérationnelle. On commence en Europe de l'Ouest, essentiellement en France, en Angleterre et ensuite en Allemagne et en Italie du Nord, à développer les voies de chemin de fer. Les premières voies ferrées sont construites à partir de 1830 et en un demi-siècle, entre 1830 et 1880, se construit l'essentiel de la base du réseau de chemin de fer de l'Europe de l'Ouest. Au passage, d'ailleurs, c'est à chaque révolution industrielle qui est une mutation technique, s'accompagne de mutations politiques, culturelles, scientifiques. Il y a des mutations politiques et culturelles qui permettent l'émergence d'une révolution industrielle, mais la révolution industrielle accélère ces mutations. Ce que l'on observe aussi, c'est qu'à chaque révolution industrielle sont associées des révolutions politiques ou des guerres. On observe que depuis les années 1980, il y a des conflits violents qui montent. Si vous écoutez, si vous regardez ce que publie la communauté scientifique américaine, les Américains considèrent depuis une vingtaine d'années que leur grand adversaire stratégique, c'est la Chine, et les États-Unis se préparent à un grand conflit à un moment ou à un autre avec la Chine, qui sera économique, qui pourra être aussi militaire. Vous savez que les Chinois augmentent leurs dépenses militaires de 10 à 12% par an depuis 30 ans et qu'ils sont aujourd'hui devenus la deuxième puissance militaire du monde. Donc, je reviens à la troisième révolution industrielle. Quelle est la grappe d'innovation majeure qui la caractérise? C'est l'informatique. De même que pour l'électricité, cette grappe d'innovation, ce n'est pas que l'invention de l'informatique. Il a fallu inventer l'informatique, les microprocesseurs, les micro-ordinateurs, Internet, l'interconnexion de tous ces ordinateurs, et ce qui produit la transformation du monde total dans lequel nous sommes, avec une mutation complète du système de production, du système de distribution, ce qui conduit à ce qui est la caractéristique technique de la troisième révolution, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre produits et services, ce qui est la caractéristique de la troisième, c'est ce que les spécialistes appellent des assemblages de produits et services. L'exemple même, c'est l'iPhone. L'iPhone, ce n'est pas seulement un produit, c'est tout l'écosystème autour de l'iPhone avec les applications. Et vous savez que l'essentiel des revenus d'Apple, c'est les applications plus que la vente des iPhones, même si ils font une jolie marge sur la vente des iPhones pour l'instant, mais en contrepartie, ils ont massivement perdu de part de marché, puisqu'aujourd'hui, Samsung, qui a fait un choix différent, de vendre moins cher et passer devant eux en termes de part de marché.
Donc, qu'est-ce qui caractérise cette troisième révolution industrielle? C'est la capacité de concevoir des produits, mais de développer des écosystèmes autour. Bon, je reviens à la particularité de cette troisième révolution industrielle, c'est qu'elle est fondée sur un écosystème entrepreneurial de création de richesse. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. On pourrait passer des semaines pour disserter sur la troisième révolution industrielle et les précédentes. Mais la première révolution industrielle a été marquée par la petite entreprise. On le sait peu, hein, mais l'essentiel de la première révolution industrielle s'est fait avec des entreprises 30, 50, 100 personnes. La grande entreprise, même encore en 1830, 1840, elle a 1500 personnes. Il y en a très peu. En revanche, avec la deuxième révolution industrielle du moteur électrique, les entreprises croissent de taille de façon spectaculaire. Pourquoi? La première révolution industrielle, sa source d'énergie, c'est la vapeur. Très compliqué à maîtriser la vapeur. Si vous avez vu des photos d'usines en 1810-1820, vous voyez des courroies partout, hein, puisque ça part de la source de vapeur et ça entraîne les machines. Mais bon, ça a des limites, donc petites unités de production. En revanche, avec le moteur électrique, vous pouvez mettre un moteur électrique sur chaque machine. Et donc, vous avez une croissance incroyable de la taille des entreprises. En 1900, aux États-Unis, on commence à avoir des entreprises de 200, 300 000 personnes. Ce qui conduit à inventer la science du management, qui n'existait pas avant. La science du management naît à partir des années 1905-1910 pour savoir comment on va manager des entreprises de cette taille. Dans l'histoire de l'humanité, jusqu'en 1900, on avait connu des entreprises de grande taille, mais c'était soit la construction de pyramides sur la base de l'esclavage, soit la discipline militaire dans des grandes armées. Donc le management, c'est comment on manage des grandes masses d'hommes sans utiliser le fouet et sans utiliser la discipline militaire. Ce qui est d'ailleurs miraculeux, qu'on ait réussi à inventer des systèmes qui conduisent les hommes à travailler ensemble sans le fouet et la discipline militaire, même si pour certaines entreprises, parfois, il y a un petit peu de discipline militaire et dans d'autres, un petit peu de fouet. Mais la caractéristique de la troisième révolution, c'est donc que, contrairement à la deuxième, qui est marquée par les très grandes entreprises, la troisième est un retour à l'écosystème de la première. C'est-à-dire que ce sont les entrepreneurs qui sont au cœur de la troisième révolution industrielle, au sein d'un écosystème entrepreneurial dans lequel la création de richesses se fait par l'assemblage de nouveaux produits et services. Bon, ce que je viens de dire là, si c'était dit à l'Assemblée nationale, on prend les lois qui ont été votées depuis 5 ans et on en brûle 90%. Puisque 90% des lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale depuis 5 ans, gauche et droite confondues, elles vont contre l'écosystème entrepreneurial de création de richesses fondé sur la petite entreprise qui invente des assemblages de nouveaux produits et services dans une économie mondiale totalement globalisée, dans laquelle c'est la qualité du service rendue à partir d'un produit qui doit être lui-même innovant qui fait la différence. Deuxième point clé pour comprendre les problèmes de l'économie française, contrairement à ce qu'on raconte sans arrêt à la radio, à la télévision et dans les journaux, en dehors du CAC 40, les entreprises françaises en moyenne sont exsangues. Elles ont un taux de profit moitié moindre, alors je ne parle pas de la Chine ou des autres pays, c'est moitié moindre que l'Allemagne, mais aussi que l'Italie du Nord, que l'Espagne aujourd'hui. L'Espagne, après un ajustement extrêmement violent sur le plan social, a des entreprises qui ont aujourd'hui un coût du travail faible et des niveaux de profit très élevés, de sorte qu'aujourd'hui, si vous suivez l'actualité économique, il y a beaucoup d'usines qui quittent non seulement la France, mais l'Allemagne et la Belgique pour aller se redéployer en Espagne. Il y a un regain de production industrielle significatif en Espagne. Donc, nous avons un écosystème entrepreneurial qui doit être encouragé comment? En encourageant les entrepreneurs et les entreprises à travailler et en faisant en sorte qu'elles aient des marges équivalentes à celles des pays avec lesquels on est en compétition, puisque ce qui est au cœur de cette troisième révolution industrielle, c'est la capacité à innover et la capacité à créer sur le plan non seulement de l'innovation de produits et de services, mais en termes de marketing, ces assemblages de nouveaux produits et services qui permettent aux entreprises de s'imposer. Sachant que dans le même temps se produit un autre phénomène qui est très intéressant depuis à peu près 2 décennies, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'économie des effets utiles.
De plus en plus, dans de nombreux secteurs, les consommateurs s'intéressent plus à l'usage qu'à la propriété du produit. Ça se voit notamment dans l'industrie automobile, où de plus en plus, les gens achètent des heures d'usage de voiture plutôt qu'une voiture. Alors c'est moins vrai en province, en France, puisque c'est un grand territoire à faible densité, donc on a besoin de voitures, mais on observe malgré tout que les gens, notamment dans les zones urbaines, préfèrent les transports en commun ou utiliser des voitures pour quelques heures ou une demi-heure. Donc on voit les autopartages, les systèmes d'autopartage se développer extrêmement rapidement et les systèmes de location de courte durée se développer extrêmement rapidement.